On est parti pour le point actu hardware du jour. Aujourd'hui, mardi 8 juin 2021. Au programme, forcément, on va parler de la panne d'Internet de ce matin. Bien sûr, une panne d'Internet, ça n'existe pas vraiment, mais une panne d'une partie des services d'Internet, forcément. Ici, quand même, des gros noms et des services massivement utilisés qui ont été bloqués pendant un certain temps tout de même, ce qui a beaucoup fait parler. Et on n'a forcément pas toutes les réponses, mais quelqu'un a pris un peu pris l'intérêt de tout le monde et a assumé les problèmes, à voir si ce qu'il en est réellement des problèmes, vu qu'ils ont juste dit qu'il y avait un problème et qu'ils avaient réparé. On parlera ensuite assez rapidement de la conférence d'Apple d'hier, principalement tournée sur le logiciel et sur le futur, un peu les prochaines mises à jour qui arriveront sur les services et les appareils Apple. Rien d'inattendu, rien de très spectaculaire. Des choses qu'on attendait, qu'on savait, notamment iOS 15, mais aussi une nouvelle mise à jour pour les Mac. Ça, peut-être un peu moins attendu. Rien de transcendant, honnêtement. On va quand même en parler un petit peu. On aura après là une nouvelle présentation d'Unreal Engine 5, le nouveau moteur graphique d'Epic qui devrait faire fureur, hein. Normalement, dans les prochains temps, on devrait voir fleurir beaucoup de jeux avec ce nouveau moteur qui, comme on le verra sur quelques petites vidéos, promet des jeux toujours plus beaux, toujours plus réalistes. Et aussi des outils de simplification pour les développeurs, donc que du bon, que ce soit pour les joueurs ou pour les développeurs. Beaucoup de promesses dans ce moteur graphique. On passera ensuite sur le matériel, petite présentation d'un boîtier, un boîtier très atypique, il faut le dire, avec un prix qui est aussi très atypique. Vraiment, le boîtier est sympa, le prix un peu moins. C'est vraiment compliqué. Vraiment étrange, hein, comme placement tarifaire de la part de Zalman sur ce boîtier orienté haut de gamme, mais à ce point-là, ça va être compliqué. On aura aussi PNY qui communique sur l'histoire de ces SSD où la durée de vie a été ultra modifiée à la baisse, bien sûr, et aussi peut-être un changement de type de mémoire utilisée. Ça s'exprime, pas méga convaincu par le communiqué de PNY, mais au moins ça s'exprime, c'était le minimum. On va décrypter ça, mais vous verrez, il y a toujours des petites douilles dans l'air. On aura deux écrans, la présentation de deux écrans, un premier qui peut vous intéresser pour les amateurs d'écran ultra wide, donc 21 neuvième. On est chez Dell, on est sur de l'écran qui peut être gaming, 144 Hz, sur un grand format ultra wide, c'est quand même plutôt joli. Le deuxième écran, il peut aussi vous intéresser, mais vous n'avez probablement pas les moyens. Déjà, on est sur un écran plus tourné professionnel de l'image avec une belle restitution des couleurs et voilà une dalle plus axée sur l'image que sur par exemple la fréquence de rafraîchissement ou la latence, mais une résolution 8K. Donc voilà, si vous avez besoin de travailler en 8K, sachez qu'il existe du matériel pour. On n'a pas le prix, on préfère ne pas l'avoir parce que là on est plutôt dans les milliers d'euros assez rapidement. On aura un petit passage chez Intel avec leur Tiger Lake qui est la dernière génération de processeurs Intel mobile attention, les premiers en 10 nanomètres qui impressionnent pas mal tout de même, là où la version en 14 nanomètres de bureau est beaucoup moins convaincante. Les premiers problèmes pour Intel, pour l'instant, ça avait été un peu les seuls qui avaient été épargnés des problèmes de production et du coup de problèmes de stock, d'approvisionnement, tout ça. Et là, on commence à avoir des premières tensions dans la chaîne de production
et du coup des petits moves d'Intel. Alors à vous de juger comment Intel gère la chose, mais il y a des changements de matériel, ce qui baisse un peu les performances et peut-être aussi la qualité des produits finis. On va en parler un peu de ces solutions pour dépanner et aussi de la communication qui va autour. C'est assez important aussi de savoir comment on communique par rapport à ça quand on change du matériel, à l'image par exemple de PNY qui a changé du matériel en douce, et quand ça se sait, c'est toujours plus compliqué. On finira bien sûr avec les cartes graphiques, et pour une fois, en tout cas quand j'ai préparé les choses, il y avait plus, mais vraiment plus de références disponibles. À voir si ça a tenu jusqu'au soir, c'est pas toujours le cas. Mais on aura aussi un petit récap des références qui ont été disponibles ce matin aux premières heures. Et pour une fois, effectivement, il y avait pas mal de trucs. Même si en général, la plupart trouvent preneur dans la journée, voire dans l'heure, voire dans la minute, suivant les références. On peut commencer direct avec quelque chose qui a beaucoup fait parler aujourd'hui. Tout le monde a relayé l'information et beaucoup de gens se sont rendus compte qu'ils étaient impactés. Des problèmes sur Internet, plusieurs plateformes et sites Internet touchés. On a ici certains, des gros noms forcément, Amazon, Twitch, Prime Video, Reddit, Le Monde, mais pas que. On a aussi eu le New York Times, le Guardian, des sites d'information. On a eu pas mal de plateformes qui ont été impactées et qui du coup étaient totalement indisponibles. Il faut savoir que depuis, on a eu un retour à la normale, je crois, complet. Je crois pas que des plateformes soient encore impactées par les problèmes de ce matin, ce midi. Il y a eu plusieurs personnes, en tout cas organismes, pointés du doigt dans un premier temps, notamment Amazon. On voit ici quand même qu'en faisant la liste, on a plusieurs plateformes bien connues d'Amazon, comme Amazon directement, mais aussi Twitch ou Prime Video. Mais on a aussi eu du Twitter qui a été impacté, par exemple, qui n'est pas forcément Amazon. Et il semblerait que ça ne soit pas Amazon le responsable, ça soit un CDN du nom de Fastly, que j'avoue que je ne connaissais pas. Du coup, CDN, c'est Content Delivery Network, donc réseau de diffusion de données, je crois, en français, un truc dans le genre, qui en gros fait le relais pour propager, pour avoir un accès plus simple et plus rapide à l'information, plutôt que tout le monde aille demander au même serveur l'information. Par exemple, petit exemple simple, prenons Twitch. Imaginez qu'on ait un seul serveur Twitch pour tout le monde. Ça veut dire que dès que vous voulez accéder ou même changer de page sur Twitch, vous allez questionner le serveur Twitch. Et si tout le monde va questionner le même serveur, ça pose des problèmes de surcharge, de latence, suivant où vous trouvez. Imaginez s'il y avait un seul serveur Twitch, il serait forcément aux États-Unis, parce que Twitch est aux États-Unis. Donc tout le monde devrait accéder à un serveur aux États-Unis, ce serait très compliqué. Et du coup, depuis, voilà, on n'a pas du tout, on n'a même quasiment aucune information. On a juste eu l'information que Fastly a reconnu avoir des problèmes sur son service et avoir résolu le problème depuis, sans à aucun moment exprimer la nature réelle du problème. Nous, tout ce qu'on sait, c'est que beaucoup de grosses plateformes et services ont été impactés, ce qui pose toujours la question de... Alors, bien sûr, Internet ne peut pas être en panne totalement, ça semble peu probable. Il faudrait quand même une multitude de services touchés pour que une majorité des gens n'accèdent plus à Internet, ce qui ne veut pas dire que le réseau mondial ne marche plus non plus. Mais ça montre que si trop de plateformes ou services dépendent de la même chose et que cette solution ou ce service a des difficultés, tombe en panne, a des problèmes techniques, ça peut impacter une grosse partie des plateformes utilisées sur Internet et donc une grosse partie de l'utilisation des gens sur Internet.
ce qui peut donner une impression d'internet cassé. Donc c'est quand même problématique, hein. On l'avait vu, une fois avec si je me souviens bien, un service le service cloud de Google qui avait eu un problème et qui avait du coup entraîné dans ces problèmes une multitude de plateformes et de services différents, en passant par tous les services Google déjà, ce qui représente beaucoup, plus d'autres trucs. Et à ce moment-là, on se rend compte que parfois, ce qu'on a l'habitude d'utiliser, au moins, repose sur à peu près toutes sur les mêmes solutions et services, et que s'il y a un des trucs qui dysfonctionne, beaucoup de ce qui est utilisé sur Internet n'est plus accessible ou dysfonctionne, et ça pose quand même des problèmes. Heureusement, ça a été assez vite rétabli, mais forcément, pour les gens qui ont, par exemple, des intérêts économiques dans le fonctionnement de leur plateforme, ça peut vite être problématique. Espérons que ça ne se reproduise pas, espérons que ça soit déjà un problème technique ou une erreur plutôt qu'un acte malveillant. Encore une fois, on ne sait pas du tout, on n'a vraiment aucune information là-dessus. Et encore une fois, seul l'avenir nous le dira si ça se reproduira, mais on ne l'espère pas, parce que beaucoup de panique suite à ces problèmes. On continue avec le récap de la keynote Apple. Pas grand-chose, hein, pas grand-chose à se mettre sous la dent dans cette keynote. Un peu de déception, pas de petites surprises ou annonces inattendues, à part peut-être le nouvel OS Mac, qui n'est pas non plus quelque chose de révolutionnaire. Donc voilà, hein, les plus grandes thématiques de cette keynote. Donc on va pas tout détailler parce que c'est pas super intéressant. On a d'abord la présentation d'iOS 15 comme on s'y attendait. Petit point intéressant tout de même, c'est la compatibilité maintenue entre iOS 14 et iOS 15. Donc l'iPhone 6S est toujours inclus dans les mises à jour, et ça c'est pas mal. Ce qui étend du coup la durée de mise à jour sur les téléphones Apple à 7 ans, ce qui est plutôt énorme, hein, faut pas se mentir là-dessus. Apple a des mauvais côtés, mais il en a aussi des bons, et la durée de mise à jour sur les appareils Apple en général est plutôt étendue, même plus étendue que sur la plupart des marques. Ça, c'est un de leurs points forts. On a aussi des nouvelles mises à jour pour iPadOS avec voilà, amélioration du multitâche, ce genre de trucs pour améliorer la productivité. C'est bien des trucs de communication, ça. Nouvelle OS Mac, comme je vous l'ai dit. Alors ça, n'utilisant pas l'OS Mac, je peux pas vous en dire grand-chose, honnêtement, à part qu'il y a un nouvel OS. J'ai vraiment zéro utilisation de l'OS Mac, donc je n'y connais pas grand-chose. Amélioration d'Apple Home avec du coup tous les services de domotique, tout ça. Ça c'est dans l'air du temps, avec des travaux d'ailleurs entre les différentes grandes marques du numérique pour ce moment essayer de faire des protocoles communs pour qu'il y ait une compatibilité entre les différents appareils de domotique, tout ça. Ça c'est pas mal, c'est un bon plan, c'est bien de travailler là-dessus. Mais aussi optimisation de FaceTime avec une promesse jusqu'à 32, je crois, participants à une conférence. 32, c'est beaucoup quand même, j'espère que c'est bien géré. Et un partage amélioré sur iMessage. Voilà, pour concurrencer les applications de messagerie. Euh, Apple en général aime bien garder ses clients proches de lui, et du coup fait en sorte qu'ils utilisent l'application de message interne à Apple et pas les autres grandes applications. Donc rien de très surprenant. Il y a aussi eu à la suite de cette conférence une autre conférence liée au son avec alors encore une fois, j'ai très peu de connaissances dans le son, mais j'ai vu une histoire de son spatialisé sans perte. Voilà, si vous avez le matériel compatible, tout ça, c'est pas mal. Et aussi le truc de compatibilité avec les Mac qui, eux,
on avait dit quand Apple avait sorti son format sans perte, qu'il n'avait pas vraiment de matériel compatible, à part sur les Mac, où là, on peut avoir le matériel compatible pour profiter de cette musique dans un format de qualité élevée et sans perte. Quel bonheur. La suite, présentation d'un moteur, enfin, plutôt petite démo d'un moteur qui a déjà été présenté et qui fait déjà beaucoup parler de lui. Moteur Unreal Engine 5, du coup d'Epic, qui n'est pas à son premier coup d'essai. Hein. Unreal Engine 4 était pas mal utilisé aussi. Ici, on va chercher, on prend ce qu'on sait faire de base avec le 4 et on va chercher des trucs pour améliorer, optimiser et aussi simplifier le développement avec ce moteur graphique. Ça aussi c'est important, on parle souvent d'amélioration et tout, mais la simplification du développement permet aussi voilà, d'avoir des projets plus aboutis et aussi d'avoir une accessibilité parfois à des studios un peu plus indés à faire des titres qualitatifs, complets et beaux. Donc, on nous informe qu'il y a des nouvelles technologies, 3, qui s'appellent Nanite, Lumen et Temporal Super Resolution. Temporal Super Resolution qui fait penser au FSR, au DLSS. Mais d'abord, Nanite qui permet d'importer plus simplement des modèles 3D et les intégrer plus rapidement dans les environnements. Ça, c'est plus la partie dev. Ça permet voilà, de faire ces modèles 3D et de les importer plus simplement, ce qui fait gagner du temps aux développeurs. C'est important. Ensuite, on a Lumen, forcément pour l'éclairage, avec une nouvelle gestion des éclairages qui se veut totalement dynamique, incroyable. Ça promet des effets de lumière incroyables sur les futurs jeux. Et enfin, Temporal Super Resolution ou TSR, donc comme le FSR et le DLSS, mais à la sauce épique, une technique d'upscale pour diminuer la demande en performance. On nous informe que c'est sans perdre en fidélité. Alors ça, toujours compliqué hein, de ne pas perdre en fidélité quand on est sur de l'upscale. Nvidia triche avec du DLSS, donc une solution appuyée sur du matériel dédié qui en plus utilise une partie d'intelligence artificielle pour faire quelque chose de toujours mieux et toujours imperceptible. Sans ça, on est quand même sur des trucs compliqués. Mais on a des démos très stylées. Attention, je vous mets ici Superman. Alors, est-ce qu'on peut l'avoir en... Ah bah non. Yes. Ok, bah on a Superman ici en basse résolution, malheureusement. Voilà, ça a été réalisé avec Unreal Engine 5. Du coup, vous pouvez voir ici. Mais on a bon, Superman, c'est rapide, hop, il décolle, ok. On a ça par contre qui est pour le coup très très stylé. Ici, vous avez une moto. Franchement, cette démo-là est vraiment bluffante. Vous avez cette moto qui a un modèle 3D réalisé et intégré dans cet environnement. Donc, qui est quand même très très beau. Regardez, regardez-moi ces graphismes. On est bien sur quelque chose de fait numériquement. On n'est pas sur une photo ou une vidéo. C'est quand même assez stylé. Et sinon, on a un peu de gameplay. Alors là, c'est un peu moins impressionnant pour le coup, j'avoue. Toc. Être là. Un peu moins impressionnant le gameplay chevalier. Mais on voit quand même un gap d'un point de vue graphisme. Après, il faut quand même remettre dans le contexte. On est ici sur des démos pour présenter un moteur graphique. Donc oui, on va aller travailler et on va aller faire quelque chose qui met en valeur le moteur graphique, bien sûr. Mais c'est quand même plutôt pas mal. L'idée en plus d'avoir un moteur qui est simple, enfin où on essaye de simplifier la prise en main et de permettre
de simplifier aussi d'autres fonctions qui pouvaient être compliquées à la base, ça fait quand même super envie. Voilà, après, vous voyez un peu les derrière du dev, on est sur des trucs compliqués, mais voilà un moteur graphique qu'on devrait voir plus régulièrement dans les prochains temps, avec pourquoi pas des titres sur les consoles next-gen s'appuyant sur ce moteur, ce ne serait pas vraiment étonnant. On continue avec le matériel et on commence par un boîtier Zalman, le Z Machine 500. Regardez-moi cet engin. Alors, boîtier EATX, donc on a de la place. On voit ici compatibilité avec du water cooling custom. Ici, on a le réservoir, on a ici la carte graphique, tout ça. Mais on peut y mettre aussi une refroidissement par air plus classique. On a ici le visuel avant. Ce boîtier est pour le coup plutôt stylé. Il est compatible avec pas mal de trucs. On peut y mettre plein de trucs, que ce soit des radiateurs ou même des circuits de water cooling custom avec du coup un emplacement pour le réservoir ici. Il sera en termes de flux d'air bien aéré parce qu'il est à moitié ouvert quand même, voire complètement ouvert. On a juste des plaques pour la déco. Un boîtier que vous avez peut-être envie de vous procurer. Je peux comprendre, il a quand même un look assez incroyable et sur un beau bureau, ça fait pas mal. En plus, si vous avez l'envie de faire un water cooling custom, ça sera très stylé. Petit point noir sur ce boîtier orienté haut de gamme, voire ultra haut de gamme, bah il coûte une blinde. Alors oui, il est stylé, il a du beau RGB, il a un design atypique, il a une compatibilité étendue, mais il vaut 1000 euros. Il vaut 1000 euros. Donc pourquoi? Pourquoi ce boîtier vaut 1000 euros? Bah je ne sais pas. Oui, il est stylé, mais il faudrait qu'il ait une finition or et diamant pour que j'accepte de payer un boîtier 1000 euros. What the fuck? Pourquoi il vaut 1000 euros? Alors oui, il est stylé. Oui, comme modèle d'exposition, c'est incroyable. Si vous voulez faire de votre PC une œuvre d'art, ce boîtier est peut-être fait pour vous. Mais à 1000 euros, faut m'expliquer pourquoi il vaut 1000 euros. À l'aide. Donc voilà, hyper stylé. On l'avait déjà vu, hein, mais quand j'ai vu le prix, bah non. Bah non, 1000 euros, non. Pourtant, il est vraiment stylé, hein. Mais 1000 euros, c'est cher quand même. Pourquoi 1000 euros? Pourquoi pas 500, comme à peu près tous les boîtiers très haut de gamme? Qu'est-ce qui justifie? Est-ce qu'on a un lingot d'or offert avec? Je ne pense pas. Donc je ne sais pas si quelqu'un a la raison de ce prix élevé. Peut-être une édition ultra limitée. Avec, je sais pas, le designer qui a signé 100 exemplaires et dans ce cas-là, 1000 euros. Peut-être. Je ne sais pas. Mais 1000 euros, c'est trop cher. Vraiment. Continue avec les SSD. Petite explication de PNY sur son SSD XLR8 CS3030. Ce fameux modèle de SSD qui est sorti en 2019 avec voilà, des durées de vie totalement normales et conséquentes. Et visiblement, il y a eu un petit refresh en 2021, un peu sous les radars, avec à peu près zéro communication, mais pourtant un changement réel dans le matériel, aussi bien en termes de durée de vie, mais aussi visiblement en termes de technologie de puce mémoire. Donc, ça pose des problèmes, surtout quand il n'y a pas de communication officielle de la part de la marque pour expliquer qu'on a un changement matériel. Tout ça sans changer bien sûr la référence du produit. On a un peu une communication que je n'aime pas trop, je vous avoue, un peu du standard, un peu du classique de voilà, on a des raisons et ça nous regarde nous. En vrai, je ne suis pas trop d'accord. On nous dit que on a fait ça pour contrer l'émergence du Chia.
Ça, on n'est pas trop d'accord. Dans ces cas-là, et bah ok, vous pouvez faire ça, mais vous changez le nom, vous baissez le prix et vous expliquez, voilà, ça c'est du SSD avec une durée de vie standard, pas forcément pour miner du Chia, et voilà. Donc cet argument-là, pas trop d'accord, même si PNY nous dit qu'avec cette nouvelle durée de vie exprimée en téraoctets écrits, euh, on est sur une durée de vie toujours de 5 ans normalement, et de toute façon les SSD sont garantis pour cette durée, donc si vous avez un problème en moins de 5 ans, vous pouvez toujours faire marcher la garantie. Euh, oui, peut-être, n'empêche qu'il y a une petite douille. Et pour le changement de mémoire, on nous explique qu'il y a des tensions dans les chaînes de production de la mémoire et que du coup, voilà, on s'équipe un peu avec ce qu'on peut trouver. Encore une fois, on n'aime pas trop ce genre de communication, même si ça peut être la vérité. Ce n'est pas, je comprends et je conçois qu'il y ait des tensions dans les chaînes de prod de la mémoire à l'heure actuelle. Dans ces cas-là, on fait un communiqué pour dire voilà, on est obligé d'utiliser ces mémoires-là. On informe, le minimum c'est d'informer. Au mieux, dans un monde parfait, on aimerait avoir voilà, on a des problèmes, donc on fait une nouvelle référence avec ce qu'on peut trouver, mais du coup un peu moins cher parce que on sera un peu moins qualitatif et performant. Là, on est plus, on les a pointés du doigt parce qu'ils ont fait une erreur et voilà, ils s'expliquent comme ils peuvent avec des arguments un peu au pif et sans vraiment considérer le consommateur. C'est un peu dommage qu'on soit obligé d'aller les questionner quand il y a ce genre de truc. On aimerait quand même une communication plus transparente ici de la part de PNY qui, euh, qui a déçu hein, sur ce move. Forcément, moi j'appelle ça des petites magouilles dans notre dos sans en informer personne jusqu'au moment où les gens vont vérifier concrètement ce qu'il en est. Et bah voilà, si personne ne vérifiait, il se serait jamais exprimé. Et forcément, c'est un peu embêtant. De plus, expliquer qu'ils ont baissé la durée de vie à cause du Chia, on n'a pas trop envie d'entendre ça. C'est pas parce que le Chia arrive que le consommateur lambda doit être roulé dans la farine ici. Euh, à la limite, s'ils veulent voilà, rentrer dans la cour du Chia, faites des SSD qui auront des durées de vie accrues et brandez-les pour du coup miner du Chia. Ça, on n'aura pas de problème. Je trouve que c'est un peu se dédouaner facilement de leurs actes ici et vraiment réelle déception sur cette communication qui est pour le coup très maladroite. On continue avec des écrans et comme je vous l'avais promis, le premier écran, vous pouvez vous le payer, incroyable. On est sur un écran Dell ultra wide, donc 21 neuvième. On est sur du 34 pouces, 1440p, 144 Hz. Donc on est grande taille, on est incurvé, bah oui, hein, vaut mieux en vrai sur de l'ultra wide de ces tailles-là, vaut mieux être incurvé, ou alors vous l'utilisez pas du tout comme moniteur de PC, quoi. Ou vous avez un sacré recul pour votre PC, à voir. Euh, Apte au gaming, on a une latence faible, on a aussi une belle couleur et une belle luminosité. On, on fait pas de compromis, on est grand, on est apte au gaming, on a une belle couleur, on a un design sobre. On n'est pas allé jusqu'au point de, même si on est apte au gaming, on n'est pas allé au point de mettre du RGB partout ou des sigles agressifs ou des designs agressifs sur l'arrière. Pas du tout, on reste dans la simplicité d'elle. En termes de connectique, on est très classique, 2 HDMI et un DisplayPort. Mais on a par contre, petit point bonus, de l'USB, 4 ports USB supplémentaires sur l'écran. Ça, c'est pas mal. Et il faut savoir que d'habitude, on est sur du environ 600 euros. 612, on nous dit. 612, ce qui est
c'est pas énorme, c'est pas très accessible non plus. On est dans la moyenne des prix de ce type d'écran, 21 neuvième, 34 pouces, 144 Hz. Mais en ce moment, il y a une petite offre qui le ramène à 473 et là du coup ça en fait un écran plutôt attractif. On rappelle quand même 34 pouces, on est sur un très grand modèle d'écran. 21 neuvième donc il est plus large que vos écrans classiques. Et tout de même 144 Hz si vous voulez faire du gaming avec. On est sur quelque chose de plutôt stylé, plutôt sympa, en gardant un look très sobre pour ce très grand écran. Et en vrai, 473 €, c'est plutôt très correct pour ce type d'écran. Encore une fois, qui fait assez peu de compromis, que ce soit en termes de compatibilité gaming, mais aussi de belles couleurs, belle image. On est quand même sur un très bel écran. Seul peut-être petit point noir, c'est de ne pas avoir la compatibilité G-Sync. On a seulement FreeSync Premium Pro. Malheureusement, si vous avez une carte Nvidia, vous n'avez pas le G-Sync. Dommage, mais plutôt intéressant et un prix plutôt attractif. Deuxième écran qui est aussi très intéressant, mais un prix pas du tout attractif. On est chez Sharp et là on nous présente un écran. Voilà, il a l'air très lambda, mais c'est un écran 8K qui est pour les pros de l'image. Donc avec voilà, on a des informations que personne ne comprend. Il fait 32 pouces, il est quand même grand. 8K, ça on comprend. Du coup, 8K, 7680 par 4320. Mais on a la colorimétrie qu'il faut, on a le contraste dynamique incroyable, une luminance maximale de 1000 nits en pic et 800 nits en normal, HDR, HLG, PQ. Je ne comprends même pas tout. Mais voilà, on est sur quelque chose pour les pros, très haut de gamme. On n'a pas de prix, mais ça se comptera en milliers d'euros, plusieurs milliers d'euros, forcément pour cet écran 8K. Un écran forcément pas destiné à tout le monde qui a besoin d'un écran 8K, en tout cas pas les gens qui jouent à des jeux vidéo, parce que il faut une sacrée puissance pour faire tourner votre jeu vidéo en 8K, ou alors on triche avec de l'upscale. Mais toujours plutôt stylé de se dire que le 8K arrive dans un premier temps pour les pros et à des prix très très élevés, mais viendra un jour où, comme à l'heure actuelle, on est plus par exemple sur l'été sur des écrans 4K, on arrivera sur une norme 8K et là tout le monde aura ça, qui est le bonheur. Après c'est comme dans tout, il y aura différents écrans 8K avec différentes qualités aussi. Et un jour, je l'espère, des écrans 8K accessibles comme ça peut l'être sur les TV à l'heure actuelle. Pas encore sur les moniteurs PC, hein. J'avoue que les moniteurs 4K pour PC sont encore très très chers en général. Mais bon, ils font aussi des grosses configs pour afficher de la 4K, en tout cas sur du jeu vidéo. Petit point processeur avec aujourd'hui, on va parler des Tiger Lake d'Intel, les derniers processeurs mobiles sortis par Intel qui inaugurent le 10 nanomètres, qui sont pour le coup plutôt impressionnants. En vrai, on a été déçus par cette 11e génération Intel, notamment de processeurs de bureau, jusqu'au moment où on nous montre les premiers benchmarks de ces processeurs mobiles, qui sont pourtant des processeurs mobiles, donc avec des contraintes supplémentaires. Et ici, on a un nouveau Tiger Lake. Alors, c'est un processeur un peu spécial. On parle ici du i7 1195 G7. Un peu spécial parce que i7 oui, mais il a seulement 4 cœurs. On est ici sur un i7 pour ultra portable, pour vraiment des machines qui sont très légères et très fines. Et il ne sera pas le plus performant de ces Tiger Lake, mais par contre sur un seul cœur, là il y a match parce que il est capable de monter à 5 GHz sur un seul cœur, ce qui est assez énorme, surtout pour une plateforme mobile. Et on se retrouve qu'il est en train de combattre sur un seul cœur, on le rappelle, avec des mastodontes. Parce qu'on parle du 5950X, ce processeur qui est le plus cher des processeurs AMD de bureau classiques, hein, sans aller sur des gammes un peu cheloues.
Mais aussi il est au niveau du i5 11600K, donc le i5 de bureau de dernière génération, mais aussi du Ryzen 7 5800X qui est aussi de dernière génération, et du i7 11700K qui est son frère pour les ordinateurs de bureau qui eux ont quand même beaucoup moins de contraintes en termes de consommation et de chauffe. Donc assez incroyable, bien sûr, quand on passe en multi-cœur, bah là il se fait larguer par tous ces processeurs qui ont déjà tous plus de cœurs que lui. Hein, le 5950X il est à 16 cœurs, voilà, contre 4. Et même le i5 il a 6 cœurs contre 4. Hein. Donc forcément en multi-cœur il se fait balader. Mais en monocœur il est incroyable, encore une fois sur une plateforme mobile. Donc ça laisse présager tout de même des potentielles performances assez incroyables pour la future génération de processeurs Intel de bureau qui viendra enfin chercher ces 10 nanomètres qu'on attend avec impatience sur des processeurs de bureau, bien sûr. Mais assez fou hein, quand même, ce genre de niveau sur un seul, on rappelle, sur un seul cœur seulement, multicœur, il peut pas se battre, hein, pas possible. Et maintenant, on passe dans le côté un peu moins reluisant de ces Tiger Lake. Visiblement, Intel qui commence pour la première fois à avoir des vrais problèmes dans la production, des tensions au niveau de certains composants. Ici, on va parler des PDC. Alors, les PDC, c'est les Power Delivery Controllers, donc les contrôleurs d'alimentation, truc comme ça, en français. En tout cas, visiblement, ce qui est important de noter, c'est que visiblement, il y a des pièces qui manquent, les pièces qui permettent notamment la compatibilité avec l'USB 4, qui est le dernier standard de l'USB qui promet des débits toujours plus impressionnants, qui est un des points avancés aussi par Intel pour mettre en valeur ces derniers processeurs. Et du coup, vu qu'on a des problèmes au niveau de ces composants, Intel donne des instructions aux OEM, donc les fabricants par exemple de PC portables, des gens qui achètent des puces Intel pour fabriquer des PC derrière, et leur indique des composants alternatifs, oui, mais qui du coup brident un peu et font un peu baisser en qualité le produit final, vu que Intel fait aussi mention de enlever certaines mentions comme la compatibilité USB 4, ce qui veut dire que en termes de performance, on est moins bien vu qu'on n'est plus compatible USB 4, et ça fait un peu écho à l'histoire de PNY. Ici, on est sur une communication Intel, oui, mais pas pour nous. En fait, à la base, c'est pour ses clients, donc les OEM, et pas le grand public, qui les informe du changement possible de composants s'ils ont trop de problèmes pour s'approvisionner, et aussi du coup d'enlever la compatibilité USB 4, de mentionner sur leurs produits. C'est un peu délicat, c'est aussi délicat dans le sens où Intel laisse aux EM derrière le choix de faire ou pas mention de ces trucs, et leur donne des instructions qui sont libres après de mettre en œuvre ou pas. Et forcément, toute personne qui va acheter ces produits-là peut se poser la question, est-ce qu'il a une version classique avec les composants pensés à la base par Intel, ou s'il est là la version un peu au rabais fait parce que on avait plus ce composant, du coup on met celui-là à la place, on perd un peu en ça et c'est peut-être un peu moins bien pensé. C'est toujours très compliqué ce genre d'histoire. Ils font en sorte de limiter l'impact sur la prod, l'impact de ces manques en certains composants, mais du coup derrière le consommateur final peut se sentir un peu lésé d'avoir un produit moins bien, de moins bonne qualité, moins performant,
C'est c'est délicat, c'est vraiment délicat et j'imagine que eux, ils voient d'abord les solutions pour ne pas limiter leur production et ne pas limiter leurs bénéfices aussi. Ce que je comprends très bien, ça reste des entreprises. Mais pour nous, les consommateurs, on se sent un peu lésés, forcément. On va parler rapidement du marché des cartes graphiques avant de passer au stock. Voilà, juste pour dire que ça se porte bien, le marché des cartes graphiques. On a un plus 38,7% en un an entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, alors même qu'on a des tensions énormes dans les productions. Quand on parle de plus 38,7, on va dire 39, on parle en nombre d'unités vendues. On ne parle pas en termes de bénéfices ou d'argent, on parle juste en termes de quantité de cartes graphiques vendues. Donc ça veut quand même dire qu'on a plus 39% de nombre de cartes vendues sur l'année 2020, en gros. Ce qui est énorme, alors qu'on a eu tout de même des grosses tensions sur le secteur des cartes graphiques et une flambée des prix assez incroyable. Donc voilà, seul petit problème, c'est peut-être dans le dernier trimestre où on a reculé de 3%. Mais c'est quand même, je suis assez surpris d'une telle augmentation au vu des difficultés pour se procurer une carte graphique, notamment une carte graphique gaming à l'heure actuelle et des prix de ces cartes. Je suis assez choqué, honnêtement. Ensuite, on a les parts de marché, c'est aussi plutôt intéressant. On voit ici les parts de marché, donc on a AMD en bleu foncé, Intel, quoi? Intel qui est là, du coup, et Nvidia qui est ici. Pas compris ça. Ok. Nvidia, ça devrait être ça, non? Ok, bah on va passer là-dessus. J'avoue que pas compris. J'avais pas fait gaffe aux couleurs. Et pour moi, Intel n'était pas majoritaire. Ok, pas grave, je re-regarderai cette news. Tant pis, on finit avec les stocks. De toute façon, il va être l'heure, c'est très bien qu'on passe sur cette news. Du coup, ça, c'est les stocks qui étaient disponibles ce matin de bonne heure, donc vers 8 h à peu près. À noter qu'on avait du coup toujours la 2060 qu'on a vue hier, toujours des 6700 XT, toujours, mais aussi des 3070, donc deux modèles de 3070, ces deux-là, MSI et Aorus, mais aussi des 3080, incroyable, seulement un modèle ici de 3080, ok, et l'arrivée des 3080 Ti aussi, on avait deux 3090, 3090 qui ne restent pas longtemps en stock, hein, jamais. Donc pas mal de trucs de référence disponibles ce matin de bonne heure. AMD et Nvidia. Bon, à partir de 600 € pour une 2060 en termes de prix, ça fait toujours mal. Mais en tout cas, en termes de nombre de références disponibles, pas de stock, hein, de nombre de références, c'était plutôt pas mal. Et arrivé ce soir, qu'est-ce qui nous reste? Attention, on refresh. Déjà, je vois ce que j'ai déjà regardé. On avait en carte à moins cher une 1650 qui était apparue. 1650 qui était à 260 ou 270 €, ce qui est très cher pour une 1650, qui du coup a trouvé preneur. On a toujours la Gigabyte 2060 à 600 € qui est toujours là. Après, on passe au 6700 XT avec une première référence disponible, une Gigabyte à 950, suivie d'une Aorus à 980 et une Asus à 990. Après, on passe dans les 6700 XT ASRock qu'on connaît très bien, un 1180 et 1240, version normale et version RGB. Oui. On a le retour des 6800 XT aussi, avec la MSI
et la Aorus, MSI Aorus qui ont refait du stock, hein, on voit. 1550 pour la MSI et 1500 pour la Aorus. On a toujours des 6900 XT. Ici la MSI qui est à 2000. On a une 3080 Ti de chez Gigabyte à 2120. Une 6900 XT Aorus à 2200. Une 3080 Ti MSI à 2200 aussi. Si vous voulez plus cher, on a la MSI 3080 Ti Supreme X à 2300. Et à la fin, on a des 6900 XT qu'on connaît très bien, la MSI à 2600, les deux Saphir Toxic et Toxic Extreme Edition à 2600 et 2650. Et on a une 3090 disponible ce soir à 2680, une Zotac. Loin de... Ici, sur ce modèle, Zotac ne respecte pas le prix Founders Edition. Hein. Bizarre. Prix Founders Edition était de 1550, je crois. Un truc comme ça. Donc ici, on est quand même bien au-dessus. Donc voilà, plus de références disponibles. Toujours très peu à moins de 1000 euros. Hein. Ça, on peut se le dire. Mais au moins, dans les très chers, on a un peu plus de choix. Si vous avez beaucoup d'argent et que vous êtes prêt à mettre beaucoup d'argent et à surpayer une carte, vous aurez un peu plus de choix, de marques, de références, et ça fait quand même plaisir. Il faut savoir trouver un peu de plaisir là où il n'y en a pas forcément. En tout cas, ça conclut notre point Actu Hardware du jour. J'espère que vous avez apprécié ce moment en ma compagnie. J'espère que vous avez appris des trucs et passé un bon moment. Comme d'habitude, je vous invite à faire des retours. C'est ce qui m'aide à progresser. Peu importe le moyen, tout est bon à prendre tant que ça m'aide à progresser. Et on va pouvoir passer sur Trackmania. En tout cas, merci d'avoir regardé.